inspiré. Le débat ce matin s'intitule « Sciences, santé, économie et politique. Quelles leçons tirées de l'épisode Covid ?» Nous allons en parler avec pas moins de 7 invités. Merci à tous d'être avec nous. Je vais commencer par vous, Cécile Duflot, honneur aux femmes. Merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes directrice générale d'Oxfam France, ancienne députée Europe Écologie Les Verts, ancienne ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. Avec nous également Jean-François Delfrécy, professeur de médecine spécialisé en immunologie, président du Conseil scientifique et président du Comité consultatif d'éthique. Thierry Damerval, vous êtes président de l'Agence nationale pour la recherche. Patrick Artus, vous êtes économiste et ancien directeur de la recherche chez Natixis. Nicolas Bouzou, vous êtes économiste également et auteur de Homo Sanitas. Et Dominique Régnier, vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Et dans un instant, nous allons recevoir également Raymond Soubi, président du groupe Alexio. Vous êtes donc 7 et nous allons du coup entrer vite dans le vif du sujet pour que vous ayez le temps de tous vous exprimer. Je rappelle que ce débat, comme tous les débats, pardon si je vous tourne le dos, je fais comme je peux. Ce débat, comme tous les débats des rencontres capitales, vont être en 3 parties. Une demi-heure où j'aurai l'honneur de vous poser des questions. Une demi-heure où ce sont des étudiants qui sont ici avec nous qui poseront des questions à nos invités. Et une demi-heure où la parole sera à la salle. Voilà. Alors, en préparant ce débat, et merci beaucoup à tous ceux avec qui j'ai pu m'entretenir, vous avez tous tenu à souligner les belles surprises, pourrait-on dire, de cet épisode Covid. Pour en citer quelques-unes, la rapidité folle avec laquelle les vaccins ont été trouvés, le sacrifice de l'économie pour la santé de nos aînés, ou encore l'adhésion des citoyens à des règles extraordinairement restrictives. Mais l'idée ce matin, c'est de se pencher évidemment sur les failles et les améliorations possibles. Et ce qui ressort en premier lieu, d'un point de vue scientifique, sanitaire, économique et politique, c'est le besoin et le manque de prévention. Vous avez tous parlé de sortir du court-termisme, de sortir aussi de la pensée en silo, verticale. Et du coup, Cécile Duflot, je voudrais commencer par vous. Cette crise du Covid, il ne faut pas l'oublier, c'est avant tout un drame écologique, de non-respect de la biodiversité, de son territoire. Et l'artificialisation des sols va croissant. On assiste à un boom économique avec de plus en plus d'émissions de gaz à effet de serre, alors que le rapport du GIEC nous dit qu'il faut les baisser d'ici 2030 de 45%. Le trafic d'animaux sauvages continue. La COP26 n'a pas été un immense succès. Au fond, la leçon, est-ce que c'est pas qu'on n'a pas compris la leçon qu'il fallait retenir ? Alors, on ne sait pas encore si la cause de cette pandémie est une zoonose, mais ce qu'on sait à l'inverse, c'est que la dégradation du climat et la crise d'extinction des espèces va provoquer, ou doit provoquer, c'est les travaux des scientifiques, d'autres pandémies. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'on avait du mal à voir, alors même que ces travaux de scientifiques existaient. Je dis que la zoonose la plus risquée n'est pas une zoonose par un animal exotique, c'est celle qui peut être transmise par les moustiques, et des chercheurs de l'Institut Pasteur travaillent d'arrache-pied sur ce sujet, parce que là, la contagiosité, on va dire, et sa dispersion serait extrêmement rapide. Mais c'est qu'on avait du mal à accepter l'idée que ce risque-là, pourtant scientifiquement documenté, pouvait arriver. Et c'est le parallèle que je fais effectivement avec la crise climatique où le scénario est écrit. En revanche, si j'essaye de prendre le côté positif pour revenir sur la thématique de ce débat sur quelles leçons de la crise, pour moi il y en a 3 très importantes. La première, c'est qu'elle a quand même ouvert des trappes dans les esprits. La toute première, c'est qu'un événement planétaire pourrait nous toucher, y compris individuellement, avec une expérience partagée. Il y a eu une période de quelques semaines pendant laquelle presque 60% des enfants dans le monde étaient déscolarisés car confinés. Et ça, c'est jamais arrivé dans notre histoire. On a vu que chacun pouvait être dans sa propre famille, dans son propre corps, touché par un événement planétaire. Je pense que c'est la première fois que c'est aussi perceptible et aussi visible, et que le déni a persisté longtemps. On se souvient et on se souviendra de notre résistance psychologique collective à admettre que ce qui se passait même de l'autre côté de la frontière italienne allait arriver en France. On était différents, etc. Donc ça, cette première trappe qui s'est ouverte dans l'esprit, la question de la généralisation planétaire d'un événement. La deuxième, c'est la capacité à remettre en cause des fonctionnements dont on imaginait qu'ils étaient absolument
impossible à remettre en cause. Le fait, effectivement, vous l'avez dit, l'acceptation de règles strictes, le confinement de la population. Enfin, quand les gens travaillaient sur ce type de plan, on disait, ça semblait presque irréel. De fait, ça s'est passé. On a nationalisé, les mots ne sont pas de moi, mais au moins du ministre Darmanin, une grande partie des salaires avec le chômage partiel. Ce qui, si on avait discuté de cette hypothèse-là avant à froid, on aurait trouvé ça exotique. Et la troisième chose, c'est la rapidité avec laquelle on l'a fait. Des millions de personnes sont passées en télétravail en 24 heures. On a cloué les avions au sol. Enfin, les choses se sont faites très très vite. Et donc je pense que la leçon qu'on doit tirer, c'est notre capacité, alors on pourrait utiliser le terme de résilience, mais d'adaptation collective. La capacité d'adaptation de l'espèce humaine est connue, mais d'adaptation rapide, elle existe aussi. En revanche, ce qui est certain, c'est que cette forme de déni se poursuit. C'est-à-dire qu'on se dit, bah non mais tout ce qu'on dit sur le dérèglement climatique, vous parlez de ce qui s'est passé avec la COP26, non mais ça va pas arriver. Un cyclone dans l'hémisphère nord européen, ça ne va pas arriver. Même s'il y en a un qui a frôlé les côtes atlantiques en mars dernier. Et donc je crois que ça c'est la leçon qu'on n'a pas tirée, c'est-à-dire de se dire des événements d'une ampleur extraordinaire qui ne correspondent pas à ce que nous connaissons depuis des centaines d'années peuvent arriver. Et je crois que là, tout le monde se souvient de ces discussions sur le jour d'après, on sera différent, et c'est vrai que la leçon inverse, c'est qu'en revanche, on a une capacité à faire comme si de rien n'était, presque comme des enfants, hein, en cachant nos yeux, en disant on va repartir comme avant. Merci. Jean-François Delfetti, vous dites qu'une des clés pour mieux prévenir une autre pandémie, et là on a la 5e vague qui est en train d'arriver, c'est de sortir, dites-vous, de la pensée en silo, et notamment à travers le projet One Health dont vous m'avez parlé, qui unit biologistes, vétérinaires et médecins pour voir à plus long terme. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et des leçons que vous avez tirées du Covid jusqu'ici ? Alors, moi, à vrai dire, je vous écoute avec attention tous, et je vais vous écouter parce que j'ai encore du mal à tirer les leçons. Hein. J'ai les mains dans le cambouis, et vous avez tous compris que la crise n'est pas finie, qu'on est au début de cette 5e vague qui va être moins importante que les autres, mais qui sera quand même importante. Et donc, voilà, c'est une limite de l'homme aussi, et je rejoins les propos de Cécile Duflot. C'est qu'on est pris, je dirais, dans le quotidien et dans le quotidien de réponse. Alors, je trouve quand même que dans cette crise, il y a eu une adaptabilité de l'esprit humain et un accès à l'innovation qui a été assez extraordinaire. Bon, bien sûr qu'on a patiné, hein, et on parle beaucoup de ce qui s'est passé durant la première vague, durant le problème des masques, les contradictions. Tout ça est vrai. Mais regardez ce qui s'est passé après. Regardez à la fois sur vaccins, regardez sur les bases de données, regardez ce qui s'est passé sur les capacités de séquençage. La machine humaine est arrivée avec son savoir-faire, mais aussi avec ses limites. Donc, une des premières grandes leçons, moi je trouve, c'est qu'il nous faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Humilité pour les politiques, humilité pour ceux qui décident, humilité pour les scientifiques. On s'est trompé, je me suis trompé, le conseil scientifique s'est trompé, mais c'est aussi se tromper, c'est d'abord le reconnaître, il faut reconnaître qu'on s'est trompé, et c'est aussi une forme d'adaptabilité finalement à ce qu'est la crise. Il faut être souple, il faut être évolutif. Un très bon exemple, par exemple, c'est sur les vaccins. Il y a 6 mois, on pensait que les vaccins, tout allait être résolu avec la vaccination. Et on sait maintenant que ça ne sera pas le cas, que les vaccins, c'est un plus majeur, mais qu'ils ont leurs limites, et que donc, au bout d'un certain temps, il va falloir qu'on repasse probablement de façon plus globale à la 3e dose, à la dose de rappel, et on voit bien donc cette évolution, et je peux comprendre que pour le grand public, ça soit complexe à comprendre, mais on l'a. Alors le deuxième point, pour revenir plus à votre question, après m'être un peu égaré au départ, c'est en effet cette vision de santé globale et de One Health. En effet, il faut pas opposer ces deux grands silos que sont, d'une part, une grande crise sanitaire qui n'est que sanitaire qu'au début. Très vite, elle devient sociétale, économique et possiblement politique. Et à opposer ça à une autre crise qui est la crise autour du réchauffement climatique. Au contraire, il faut les rapprocher que ces deux communautés qui ne se parlent pas d'habitude, hein, santé et les gens du climat ne se parlent pas. Moi, je l'ai vu quand on a mené le débat sur la loi de bioéthique. J'avais souhaité avec le CCNE
que nous ayons une partie qui s'appelait santé-environnement. Un bid total dans les 280 débats qu'on a menés en région. Il y a eu très peu de choses sur le sujet. Donc, je terminerai là-dessus, que c'est l'occasion que ces deux communautés, à la fois au niveau des scientifiques, des décideurs, des influenceurs, mais aussi des activistes qui ne sont pas les mêmes et qui ne se parlent pas, se réunissent à cette occasion parce que c'est une cause commune. Et Cécile Duflot l'a bien rappelé, il y a des relations, bien sûr, entre maladies infectieuses et réchauffement climatique. Et dans le sang, et le coût de la santé est un élément véritablement important. Il y a quelque chose qui va nous rejoindre là-dessus, c'est finalement la place de la jeunesse, quelle est sa position, à la fois sur le réchauffement climatique, mais aussi sur les crises sanitaires. Merci. Thierry Damerval, vous aussi, vous prenez plus d'alliances pour voir à plus long terme, et notamment plus d'alliances entre l'État, m'avez-vous dit, la recherche et les entreprises. Oui, juste, ce qui a été extrêmement marquant dans cette crise, au niveau des institutions de recherche, ça a été la rapidité de réaction. Vous vous souvenez que l'OMS déclare à la fin du mois de janvier 2020 l'état d'urgence sanitaire mondiale. Le lendemain, je recevais un mail de nos collègues britanniques du Wellcome Trust qui demandaient si on était prêt à s'engager à leur côté pour demander que tous les résultats des recherches soient immédiatement rendus publics, transmis à l'OMS, et pas simplement les résultats, mais aussi les données. Donc réaction extrêmement rapide, et ça c'est fondamentalement nouveau. Ça pose aussi des questions parce que ça a accéléré incontestablement la recherche et l'innovation, mais ça a aussi mis à la connaissance de tous, sans le filtre habituel de l'évaluation par les pairs, des résultats de toutes sortes. Donc on a aussi des questions à se poser. Oui, l'autre point, c'est de renforcer complètement, et c'est quelque chose que la crise a considérablement accéléré, les recherches beaucoup plus englobantes. Jean-François l'a dit avec One Health. Nous, ça nous a conduit à revoir la structuration de nos modes de soutien avec toute une partie. Nous, on soutient essentiellement de la recherche amont, beaucoup de recherche fondamentale. Donc ça doit être maintenu. Et d'ailleurs, pendant la crise, il était essentiel que tous les autres domaines de recherche continuent à être soutenus, même s'il y avait une mobilisation très forte sur Covid. Mais d'avoir aussi une partie importante, qui est nouvelle, sur sciences de la durabilité, sur les grandes transitions, et là, associant toutes les disciplines, transition écologique, énergétique, transformation numérique, etc. Donc ça, c'est une vraie évolution qui va conduire aussi à rapprocher le chercheur du citoyen et des entreprises, bien entendu. Mais dans la conception même des recherches, de plus en plus, ça doit être de la co-construction entre la recherche et la société, et ensuite qu'elles aboutissent à des applications reprises. Et il y a un sujet d'implication, d'investissement massif pour l'innovation. La recherche et le développement doivent être complémentaires, mais on a un sujet d'investissement dans le développement. Merci. Patrick Arbutus, du coup, j'en viens à vous. Vous aussi, vous prenez ce type d'alliance, de voir à plus long terme, et vous dites que l'État doit plus s'impliquer, non pas seulement réagir, mais vous voir à long terme, effectivement, que ça se fait déjà notamment aux États-Unis ou au Japon. Oui, alors je vais répondre, aller dans le sens de Jean-François en disant que cette crise rend modeste. Si vous regardez ce que disaient, alors dans ma profession, ce que disaient les économistes il y a 1 an et demi, ils nous annonçaient la déglobalisation et les relocalisations industrielles. Ils nous annonçaient qu'on allait partager les revenus d'une façon beaucoup plus favorable aux salariés. Ils nous annonçaient que le consommateur allait devenir frugal, qu'on allait consommer local, circulaire. Il s'est passé exactement l'inverse sur tous ces points. Donc on n'a jamais autant globalisé, on n'a jamais autant importé de Chine. Le partage des revenus ne s'est jamais autant déformé en faveur des profits, et on n'a jamais autant eu de consommateurs qui disaient que le seul critère de consommation, c'était le prix le plus bas possible. Donc soyons prudents quand on fait des prévisions. Alors je réponds à votre point, je crois que on a compris les défaillances finalement des systèmes publics, et ça c'est un immense progrès. On a compris, on a des travaux tout à fait étonnants. On sait faire des choses aujourd'hui pour mesurer. Vous avez peut-être vu le travail de l'Institut des politiques publiques il y a quelques jours. On sait mesurer exactement maintenant de façon extrêmement précise qui, de façon très détaillée, est gagnant et perdant, souffre moins, a été protégé. Donc on a une compréhension beaucoup plus grande des vulnérabilités.
Je crois que c'est un gros apport de cette crise, c'est cette compréhension fine. On parle plus des ménages, quoi. Je veux dire, on sait regarder par occupation, par statut sur le marché du travail, par niveau de revenu, par localisation géographique. Enfin, on sait faire beaucoup plus de choses qu'avant la crise. Et ça permettra effectivement d'être beaucoup plus prévoyant dans le futur. On saura prévenir et travailler sur les populations les plus vulnérables. Ensuite, on a une vision très différente du rôle de l'État, ce que vous disiez. Alors, il y a du pour et du contre. Tout ceci n'est pas positif. Donc l'État a compris que le secteur privé, il y avait ce qu'on appelle des défaillances de marché, quoi. Donc le secteur privé s'occupe pas de tout. Donc quand il s'agit de climat, de santé, de recherche, on a besoin de l'État. La prise de risque au niveau de certains travaux de recherche, on en parlait tout à l'heure, évidemment nécessite l'intervention de l'État. Des investissements de très long terme avec des rentabilités faibles. Pensez à l'isolation thermique des logements, par exemple. C'est des investissements dont le retour sur investissement est de 100 ans, évidemment. Le secteur privé a du mal à les faire seul. Donc on a un besoin accru de l'État. Mais on a aussi fait quelque chose qui me paraît dangereux. Alors c'est un point de débat entre économistes. C'est qu'on a perdu toute réserve et tout conservatisme dans le maniement des politiques économiques. Donc on a fait des déficits publics gigantesques. Effectivement, on n'avait pas trop le choix. On les a financés par la création de monnaie. Et là, je crois qu'on a... vous parliez de prévention, on travaille beaucoup plus effectivement sur la prévention des crises futures, sauf sans doute sur la prévention des crises financières qui pourtant était l'enseignement de la dernière crise il y a 10 ans. Je crains que pour stabiliser la société dans cette crise, on est malheureusement semé avec une inondation de monnaie qui fait exploser les prix de l'immobilier, de tous les actifs bizarres et qui nous transforme dans une économie extrêmement spéculative. Je crois qu'on a oublié la prévention des crises financières pour se concentrer sur les autres crises. Voilà. Et dernier point, je voulais juste dire que, et je crois que c'est extrêmement important, on commence à travailler de façon assez précise sur ce qui permet de faire des innovations de rupture. On en parlait tout à l'heure. Et je crois on voit, il me semble, venir quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'acceptation par l'État dans les pays européens qu'il faut de temps en temps être capable de perdre beaucoup d'argent si on veut avoir des innovations de rupture. C'est-à-dire le concept de prise de risque par l'État était absolument pas dans la culture européenne et ce concept est en train d'arriver. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permettra d'aller dans des innovations extrêmement incertaines dans le futur. Merci. Nicolas Bouzou, vous voulez réagir ? Oui, alors la première chose que je voudrais dire, c'est que je pense que les historiens regarderont ce qui s'est passé dans 3, 4, 5 siècles. Je suis absolument pas d'accord avec certains de mes camarades dans le débat public qui considèrent qu'on en a trop fait, que cette crise n'était pas si grave que ça. Non, vous avez eu la gentillesse de citer Homo Sanitas. En fait, quand on regarde l'histoire des civilisations, on voit qu'il y a deux événements qui sont déstabilisants pour une civilisation. Ce sont les guerres et les épidémies. Beaucoup plus, par exemple, que les catastrophes naturelles. Pour une raison qui se comprend facilement, c'est qu'une catastrophe naturelle, c'est un choc, alors que des guerres et des épidémies, ce sont des process qui durent, qui se développent. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc je crois qu'il faut déjà se dire que ce qui s'est passé est quelque chose qui est extrêmement grave. Et la deuxième chose, c'est que quand les historiens, donc dans 3, 4, 5 siècles, regarderont ce qui s'est passé, je pense qu'ils se diront, mais cette crise au niveau mondial a été incroyablement bien gérée. Ça n'était jamais arrivé. Elle a été formidablement gérée du point de vue philosophique. On a tout de suite voulu aider les plus faibles, les plus fragiles. Elle a été formidablement bien gérée sur le plan économique. Parce que Patrick Artus avait raison de critiquer les économistes, mais je me souviens aussi qu'il y a 6 mois, la majorité des économistes pensaient que on sortirait de cette crise sans consommation, tu l'as dit, mais sans investissement, dans une sorte de récession, déflation. C'est très exactement l'inverse. On sort de cette crise avec une croissance qui est presque trop forte d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de facteurs de production, on n'arrive pas à suivre. Donc elle a été bien gérée sur le plan économique, et puis elle a été formidablement gérée sur le plan sanitaire, en dépit de toutes les insuffisances que l'on a pu noter. Mais ce qui s'est passé avec les gestes barrières, avec les vaccins, est complètement inédit à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Alors maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on essaie d'en tirer quand même comme enseignement pour l'avenir? Alors il y a des choses extrêmement simples, là encore, ça a été dit. Nos États fonctionnent bien, mais ils sont complexes, ils sont bureaucratiques, et cette crise a été un crash test
pour beaucoup d'administrations. On a vu que certaines administrations fonctionnaient mieux que d'autres, et donc là, il y a des leçons à en tirer. Je pense, par exemple, que Bercy fonctionne mieux que le ministère de la Santé. Voilà, je ne choquais personne, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a pu observer pendant cette crise. Donc là, il y a des leçons très intéressantes à en tirer. Je pense qu'on a un problème, et ça reste vrai aujourd'hui, d'insuffisance de coopération à tous les niveaux. C'est-à-dire coopération entre les startups et les grandes entreprises, coopération entre l'État et le secteur privé. En France, c'est frappant, hein. À la fois les startups et les grandes entreprises fonctionnent pas très bien ensemble. On n'a pas réussi à avoir une alliance du type BioNTech, Pfizer. Et l'État et les entreprises fonctionnent pas non plus très bien. On n'a pas réussi à avoir une alliance Moderna, l'État américain, si vous voulez. Donc, on a un problème sans doute aussi d'accès au capital pour des productions qui doivent progresser de façon gigantesque. Je prends l'exemple de Moderna. Stéphane Bancel explique que la production de Moderna en un an a dû passer de 100 000 unités à 1 milliard d'unités. Donc quand vous faites des sauts comme ça, vous avez besoin d'un accès au capital. Et puis, je m'arrête là, et je pense que c'est le principal sujet, et c'est le principal problème aujourd'hui, une insuffisance de coopération internationale. Malheureusement, cette crise est arrivée dans un contexte de montée des nationalismes, dans un contexte de recul du multilatéralisme, et pour mettre une nuance à ce que je viens de dire, la crise a été formidablement bien gérée, c'est vrai, mais quand vous regardez par exemple la carte de la vaccination au niveau mondial, vous voyez que nos pays riches sont formidablement vaccinés, notamment la France. Vous avez beaucoup de pays pauvres dans lesquels le taux de vaccination est inférieur à 5%. Donc là, on voit quand même qu'il nous manque vraiment une structure multilatérale qui nous manque aussi, évidemment, pour la lutte contre les dérèglements climatiques. Parce que vous avez aussi des inégalités extraordinaires en matière d'émissions de carbone en fonction des pays. Donc là, je pense qu'on a un sujet, à la fois un sujet de réflexion et un sujet politique. Et on l'a vu à la COP26 qui n'a pas du tout eu ce désir, justement, d'aider les pays qui sont victimes de notre comportement. Dominique Rini, pour aborder avec vous un point plus démocratique, si je puis dire, enfin voilà, avoir ce pan-là politique. Pour qu'une politique de vaccination fonctionne, il faut aussi que la population y adhère. Donc il y a une question de confiance, et on voit aujourd'hui, pardon, Xavier Darcos qui nous quitte. On voit aujourd'hui aux Antilles, notamment la méfiance et le fait que du coup les gens ne se vaccinent pas. Et cette confiance, elle va pas de soi. Cette année, là, c'est 3 ans du mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour prévenir, pour qu'il y ait cette démocratie qui soit instaurée aussi? Je ne sais pas. Eh ben, je vous remercie. Je ne sais pas du tout. Non, je ne sais pas du tout. Par contre, je voudrais revenir un peu sur ce qui a été dit. Parce qu'on parle d'anticipation, et Patrick Artus l'a dit tout à l'heure. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a déjà l'air de savoir de quelle crise on parle. Moi, je considère que je ne sais pas dans quelle crise nous sommes. Vous avez fait une attaque au départ en piqué sur le climat et la cohabitation entre le vivant humain et le vivant non humain. C'est une interprétation qui est très particulière. Je vous rappelle les difficultés que nous avons eues et que nous avons toujours pour savoir le rôle des laboratoires de Wuhan sur le début de cette crise. Enfin, le fait que les zoonoses sont causées par le fait qu'on déforeste, par le fait qu'il y ait... Enfin, c'est même reconnu par... Sur la Covid, non. Oui, je suis désolé. Sur la Covid, non. On parle sous le contrôle de... Ah oui, moi, ça, c'est un sujet que je suis beaucoup parce que c'est important. Ça détermine la nature de la crise. Il y a une caractéristique à cette crise, c'est que sa régulation, à l'échelle planétaire, était un intérêt planétaire. Ce ne sont pas toutes les crises qui ont cette caractéristique. Nous pouvons avoir des crises dont la régulation planétaire n'est pas de l'intérêt de tous les États. Je veux dire par là que si on commence à dire que l'origine de cette crise, c'est un problème environnemental, ça a peut-être contribué à cela, mais ce fait-là n'est pas du tout établi. Si vous dites cela, vous placez la solution du côté de la coopération globale, ce qui est une position relativement avantageuse dans le cas d'une crise particulièrement dramatique. Si vous faites l'hypothèse différente, que nous sommes confrontés à des crises où les États n'ont pas le même intérêt à la résolution, là nous sommes devant une situation particulièrement dramatique. Je ne sais pas quelle est la crise dans laquelle nous sommes. Ce que vous voulez dire, que ça peut être volontaire? Juste un point sur parce que j'ai pas fini mon argument, mais excusez-moi de vous interrompre. C'est un sujet qui est suffisamment difficile pour qu'on fasse tous très attention à ce que nous sommes en train de dire.
juste un point pour dire que les équipes de l'Institut Pasteur du Cambodge avaient pris des chauves-souris dans les grottes du Nord Cambodge et de cette zone très particulière proche de la Chine, il y a 10 ans. Ils les avaient congelés, avec l'idée que les chauves-souris, on le sait, sont un vecteur, entre guillemets, d'un certain nombre de virus X et Y. Puis ensuite, n'avaient pas eu suffisamment d'argent pour travailler dessus. Le SARS-CoV arrive. Il regarde 10 ans plus tard, en séquençant le type de virus qu'il pouvait trouver. Et il y a 3 papiers à la fois de collaboration d'équipes françaises, pasteuriennes et avec les États-Unis qui montrent très clairement qu'on retrouvait du SARS-CoV-2 avec une homologie de 98,5%. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait le même. Mais on peut imaginer que sur une période de 10 ans, il y ait une évolution. Que donc le problème, il était donc déjà présent il y a 10 ans, et le problème est en effet le problème de la barrière d'espèce, comment tout d'un coup il passe de la chauve-souris à l'homme en général. Donc il faut faire très attention. Je n'exclus pas, vous avez raison sur le laboratoire de Wuhan, on ne peut rien exclure. Mais il faut que, je dirais, pour un grand public, ils connaissent les tenants et les aboutissants de ce que la science peut dire actuellement. Cette fois-ci, il fallait me laisser terminer mon argument. Je ne suis pas épidémiologue. Donc, c'était pas mon argument, c'était pas mon registre. Je ne peux pas vous dire, moi, quelle est l'origine. Ce que je vous dis. Donc c'est important de la remettre par. Oui, non, mais si je peux terminer juste mes phrases, parce que je suis en train de dire qu'il n'est pas raisonnable de conclure sur une cause quand on ne la connaît pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et que je crois qu'il est documenté que nous n'avons pas eu une bonne coopération de Pékin lorsqu'il a fallu accéder aux documents pour comprendre l'origine de la crise, que nous avons donc là bien ici un sujet qui est à la fois sanitaire et géopolitique, et qu'une question qui se pose, puisque c'est un des sujets de la discussion que nous avons, c'est sommes-nous capables d'anticiper les problèmes qui nous attendent? On va mettre l'accent sur le risque sanitaire puisque nous sommes dedans. Ce faisant, nous allons engager des dépenses considérables et c'est nécessaire, il faut le faire, nous l'avons fait. Sommes-nous en mesure d'empêcher, ça a déjà été dit, un risque financier? Ça, on verra plus tard manifestement, en tout cas, ça n'est pas un risque qui nous habite. J'ajoute à ceci le risque géopolitique. Est-ce que le monde apparaît plus pacifique qu'il y a 2 ans ou plus menaçant? Observez les dépenses d'armement aujourd'hui, en particulier, je suis désolé d'insister là-dessus, mais de la Chine, parce que c'est très spectaculaire. Chaque année, la Chine achète, construit sur le plan naval, l'équivalent de la flotte française, pour prendre uniquement l'exemple des forces navales chinoises. Il y a encore un incident aujourd'hui aux Philippines, entre la marine chinoise et la marine des Philippines. Est-ce que nous sommes prêts, par exemple, nous, Français, à faire face à un risque militaire majeur? Et là, nous n'aurons pas de coopération planétaire, puisque ce n'est pas l'intérêt universel de la pandémie. Vous comprenez mon argument? La pandémie étant universelle, elle mobilise un intérêt universel, et on a une chance plus grande de coopérer et de trouver une solution. Dans les risques qui fracturent et opposent les puissances entre elles, nous n'aurons pas, nous, Français et Européens, la même coopération. Donc nous devons anticiper des risques dans lesquels notre position sera bien plus faible. Non seulement sur le plan financier, parce que nous avons déjà dépensé, même si la crise se répète à l'identique, la même crise sanitaire avec un virus différent, je suis incompétent sur le sujet, je le redis. Je suis professeur de sciences politiques, je n'ai aucune vision sur les virus. Enfin, aucune vision scientifique documentée. Mais si nous avons la même crise qui se répète, pouvons-nous faire le même effort financier? Je ne sais pas, il me semble que c'est difficile. Et si la crise est militaire, si elle est de type, je dirais, d'une confrontation militaire, c'est tout à fait possible. La Russie, la Turquie, la Chine, que sais-je, un risque terroriste majeur. Enfin, bref, il y a 1000 exemples que nous pourrions prendre. Nous avons là une crise qu'il faut au moins caractériser, je termine là-dessus, une crise globale favorisant la coopération globale, c'est une chance dans la malchance. Je propose qu'on pose, maintenant on n'aura pas le temps de tout faire, mais qu'on pose aussi le cas des crises non globales, qui ne permettront pas une coopération de tous et qui nous placeront chacun avec nos défauts, nos forces, nos faiblesses, et là examiner quelles sont les faiblesses de notre pays et du continent européen et de l'Union européenne pour faire face à une crise qui ne donnerait pas lieu à une coopération internationale, mais au contraire à une confrontation entre des systèmes. D'accord. Merci.
Raymond Soubi, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Pour clôturer avec vous, avant de donner la parole aux étudiants, on parlait justement de union, non pas internationale, voilà, mais il faut une union nationale, en tout cas, et créer la confiance au sein d'un pays, notamment pour faire face à une pandémie. Vous-même, vous m'avez dit qu'il faut absolument qu'on sache expliciter les scénarios qui vont arriver, notamment sur la transition énergétique, par exemple, afin de rétablir la confiance. D'abord, excusez-moi mon absence, qui était totalement involontaire, puisque j'ai été commis d'office dans un autre endroit de cette maison. Oui. Si vous permettez, aller bien sûr, un peu plus loin que votre question. Moi, ce qui me semble, c'est que d'abord, le Covid était totalement imprévu. C'est ce qui fait d'ailleurs, j'allais dire, l'intérêt intellectuel du sujet, premièrement. Deuxièmement, et en général, c'est qu'au fond, il y a un an, on s'est totalement trompé sur ce qu'allait se passer l'année suivante, c'est-à-dire maintenant. Car, par curiosité, j'ai regardé les papiers que vous avez tous faits, et moi y compris d'ailleurs, sur ces sujets. Eh bien, on s'est tous trompés de manière absolument remarquable, je dirais même exemplaire. Bon, et donc il faut se méfier de toute intervention sur ce sujet qui peut avoir le même sort en 2022 ou en 2023. Votre question. Ah, ma question, c'était justement, on parlait du fait que, par exemple, aux Antilles, en ce moment, il y a des manifestations très fortes et que pour lutter contre une pandémie, il faut que la population adhère à la politique du gouvernement et ait confiance dans leurs médecins. Et vous m'avez parlé de ça en disant qu'effectivement, il fallait prendre plus en compte un côté de démocratie de la santé, avez-vous dit? Oui, d'abord, je crois que c'est vrai pour tous les sujets, c'est pas seulement vrai pour la lutte contre la pandémie. Si l'opinion et la population ne comprend pas bien les tenants et aboutissants de la situation et n'adhèrent pas vraiment aux solutions proposées, il y a une grande partie de ces solutions dont l'effet d'une grande partie de ces solutions disparaît. Bon. Alors, la question c'est comment faire mieux en réalité. Comment faire mieux? D'abord, c'est long. Ça prend du temps. Convaincre une population qui par ailleurs, et sur d'autres sujets, a été désorienté au sens propre du mot, et l'amener à des conclusions qui permettent de faire avancer le sujet, c'est pas évident. Non seulement je dirais c'est pas évident, mais c'est extraordinairement difficile. Il y faut quoi? Il y faut du temps, il y faut de la persévérance, il faut une ligne dans le discours qui à la fois est ferme et constante, et néanmoins adaptée aux surprises qu'on peut avoir en cours de route. Il faut être, pour ceux qui parlent, crédibles eux-mêmes. Il faut avoir des premiers succès résultant de ce qu'on a raconté et de ce qu'on a fait. Et en dépit de tout ça, on n'est pas du tout sûr de réussir. Et puis j'ajoute, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure d'une société apaisée, enfin relativement apaisée, n'en demandons pas trop, bon, qui est prête à ces discours, qui est mieux apte à les écouter, et puis d'une société qui quand même a certains déchirements ou problèmes antérieurs, qui déjà l'occupent, et qui la rendent beaucoup moins réceptive à ce discours. Parce que, pour terminer, moi, ce qui me paraît aujourd'hui évident dans la société française, c'est qu'il y a, et pas seulement à moi d'ailleurs, c'est qu'il y a un effritement des structures de la démocratie, d'abord des structures politiques, parlons des partis politiques, qui sont quand même un élément essentiel de la démocratie, et quand on voit sur plusieurs années, tout ce que vous connaissez par cœur, donc il y a moins de légitimité et moins de crédibilité. Bon. Et puis également, tenez, dans le domaine des relations sociales, il est évident que la force et la représentativité des syndicats aujourd'hui n'a que peu à voir avec ce qu'elle était encore il y a 10 ans, quand vous regardez les chiffres des adhérents, des électeurs, etc. Et que donc, ce n'est pas pareil de traiter un tel sujet et faire adhérer les gens dans une société qui, par ailleurs, est forte,
qui en a vu, qui en a entendu, et qui en a résolu, et une société qui, déjà avant, était fragilisée. Merci beaucoup. Et juste avant de passer la parole aux étudiants, je voudrais, comme vous devez nous quitter plus tôt, Cécile Duflot, vous poser une dernière question, pardon. C'est par rapport aux métiers du care, qui sont beaucoup représentés par les femmes. Et durant cette crise, les femmes, on l'a vu, entre des hôtesses de caisse, aux professeurs, aux mères de famille qui ont énormément travaillé, ont été très sollicitées. Et aujourd'hui, pourtant, elles sont plus en danger que les hommes pour retrouver du travail. Est-ce qu'il ne faut pas revaloriser aussi ces métiers du care et les métiers féminins, enfin dits féminins? Oui, je pense que un des éléments intéressants de cette crise, c'est qu'on a vu de qui on avait vraiment besoin, c'est-à-dire de pouvoir aller faire les courses et surtout de celles, puisque je dis celles, très majoritairement, qui ont soigné les malades, donc les infirmières, les aides-soignantes et les aides à domicile, qui ont pris soin des personnes âgées qui étaient dans des situations parfois extrêmement complexes. Et là, pour le coup, là, on peut dire assez simplement que la leçon n'a pas été tirée au sens où finalement on a oublié très vite. Mais je voulais réagir à ce qu'a dit Nicolas Bouzou tout à l'heure en disant Bercy est mieux géré que le ministère de la Santé. Si je peux me permettre juste une incise sur ce sujet, peut-être que le ministère de la Santé a des difficultés parce que la façon dont Bercy traite le ministère de la Santé pose question. Mais je voulais pas ne pas le dire, notamment parce que je pense que la réflexion qu'on doit avoir sur le management de l'État, la gestion de l'État, justement qui gère à très courte vue, c'est-à-dire la loi de finances de l'année prochaine, la leçon de l'inexistence des masques par la disparition de l'organisme qui était en charge de maintenir des stocks stratégiques. Et j'aimerais qu'on fasse le bilan du coup de ce que ça nous a coûté finalement de perdre ce stock qui pourtant avait dû être une décision dans le cadre d'un échange entre le ministère du budget et le ministère de la Santé. C'est pour ça que je redis que cette incapacité de penser le moyen terme est important. Et sur cette question des femmes, le plan de relance a été un plan de relance extrêmement centré sur les secteurs dits traditionnels et qui a laissé de côté toute dimension féministe, c'est-à-dire toute dimension de contribution au resserrement de ces inégalités et de prise en compte du besoin qu'on a eu et de la nécessité de s'appuyer sur les femmes. Et je fais écho à ce que vient de dire Raymond Soubi sur l'adhésion qu'on peut avoir à des décisions. On n'a pas la même adhésion la première fois que la deuxième fois. Et les tensions qui existent en ce moment dans le secteur, dans l'hôpital sont aussi ça, c'est-à-dire que quand on a applaudi des gens, quand on a dit à quel point ils étaient nécessaires, mais que finalement ça n'emporte aucune décision, c'est beaucoup plus compliqué. Et enfin juste un dernier point sur la tension de la crise et sur est-ce que ce sont des catastrophes naturelles. Donc merci au professeur Delfrécy d'avoir indiqué le lien entre les zoonoses et là je refais une analyse, c'est très intéressant. J'ai parlé de l'Institut Pasteur, effectivement à la fois sur les chauves-souris, mais aussi sur les moustiques. C'est des chercheurs qui travaillent à long terme et à qui on n'a pas confié les moyens de travailler dans la durée parce que ça semblait pas immédiatement nécessaire. Mais le dérèglement climatique, c'est pas seulement des catastrophes naturelles, c'est un changement de nos milieux. Et sur la situation de la Chine, je vous ai entendu parler du risque militaire. En fait, si on regarde les scénarios actuels des scientifiques, la Chine va être sans doute peut-être un des premiers pays à être confronté à ce qui n'est pas une catastrophe naturelle, mais c'est une conjonction hausse de la température et hausse de l'humidité qui rend le lieu inhospitalier pour l'homme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y vivre, tout simplement. La climatisation, aucun système technologique permet de vivre, et qu'un des territoires qui est menacé à court terme, c'est-à-dire à échéance 2050-2060, c'est la plaine de Pékin. Et la plaine de Pékin, c'est 40 millions d'habitants. Le scénario de l'ONU, c'est aujourd'hui 148 millions de réfugiés à échéance 2050. Donc on n'est pas dans une catastrophe naturelle, on est dans une crise de la même ampleur. Et donc sur la question, est-ce qu'on aura les moyens financiers de répondre et comment on prend en considération ceux et celles dont on a besoin, on voit bien que c'est aujourd'hui qu'il faut se poser la question. C'est-à-dire que oui, la fin de la crise n'épuise pas la nécessité d'apporter une réponse à ces inégalités femmes-hommes. Merci Dominique. Juste une petite réponse et après on passe aux études. Juste là-dessus, on ne peut pas nier l'importance de la crise climatique, c'est un fait maintenant. Mais il faut expliquer pourquoi dans cette crise, un pays comme la Chine, en ce moment, entreprend un programme de construction d'armes nucléaires jamais connu dans l'histoire, avec une production d'armes nucléaires inouïe. On n'a jamais fabriqué autant d'armes nucléaires qu'en ce moment le font les Chinois, qui sont parfaitement conscients du risque climatique, bien sûr. Mais je ne sais, moi, c'est pas l'objet, mais on pourrait tirer plein de conclusions de cette relation entre la course à l'armement et le risque climatique.
y compris l'étroitesse des lieux habitables. On pourrait tirer des conclusions qui seraient des conclusions pas rassurantes sur le défi militaire et le risque militaire devant lequel peut-être nous, en France et en Europe, nous sommes particulièrement irresponsables. Ce serait une question qui nous permettrait de déplacer, reprendre le même exercice tout à fait nécessaire et nous interroger, faisons-nous face à nos responsabilités en ce qui concerne le futur et les risques qui nous menacent. Je voulais juste ajouter encore un mot. J'étais tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Cécile Duflot, sur les métiers qui méritent, et les femmes en particulier, qui méritent un soutien, une reconnaissance qui n'a peut-être pas été donnée. J'ajouterais à ça, parce que je pense que c'est dans cette unité-là qu'on peut trouver des solutions, il y a des métiers invisibles qui ont été essentiels. Moi, j'ai été frappé de l'absence de la référence au monde agricole, de l'absence de référence, sinon de façon tout à fait contingente, aux routiers, aux chauffeurs routiers, qui ont alimenté toutes les chaînes. À chaque fois qu'on avait des produits dans les magasins, c'est parce qu'il y avait des équipes dans les magasins, c'est parce qu'il y avait des agriculteurs d'un côté, des routiers entre les deux. Et au fond, je ne suis pas sûr que leur situation soit beaucoup améliorée. Alors aujourd'hui, c'est des métiers en tension, donc peut-être que on en aura une sorte de bénéfice, mais dans la reconnaissance, je me souviens pas que se soit mis à applaudir les routiers ou les agriculteurs pendant le confinement. Merci. Est-ce que... Alors, vous voulez rajouter juste un tout 10 secondes. Je vais à nouveau faire une réflexion d'économiste déprimant, mais on va avoir une vraie réflexion à mener, appelons ça l'État ou les finances publiques, parce qu'on voit bien que les besoins sont absolument gigantesques. Il y a la sécurité, et Dominique a raison, enfin, je veux dire, il faut se poser la question de la sécurité. Il y a la santé, il y a les professions qu'il faut soutenir et qui méritent des rémunérations plus élevées. Il y a la transition énergétique, il y a les relocalisations, il y a les jeunes. Enfin, la liste des besoins est infinie. L'État ne pourra pas faire face à cette liste infinie de besoins. Donc je sais pas, moi je n'ai aucune idée, honnêtement, de comment on va boucler, appelons ça les finances publiques, ou le rôle de l'État dans les 10 prochaines années, parce que nous avons une assez grande incapacité à augmenter beaucoup les impôts, nous avons une assez grande incapacité à augmenter encore beaucoup plus notre dette, et nous avons une liste hallucinante de besoins qui sont tous légitimes. Donc honnêtement, je pense qu'il y a une question absolument incroyable pour le prochain président, par exemple, c'est-à-dire que comment on gère cette complication. Il n'y en a qu'une, tu sais bien, c'est la croissance. Voilà, alors Mais ça, on y reviendra. Excusez-moi, alors alors voilà. Il y en a une, c'est la croissance, et enfin, Et la de la même santé, façon surtout. que vous disiez que vous n'étiez pas virologiste, et je le prends très bien, et je partage votre analyse globale, qui n'est pas d'ambiguïté. Laissez à un non-économiste simple comme moi, qui lit les journaux et qui regarde que finalement, à la fois le CAC 40, l'ensemble des très grandes entreprises dans le monde, sort de cette crise avec des bénéfices considérables. Les dividendes du CAC 40 n'auront été jamais aussi importants, semble-t-il, que sur l'année 2021. Alors, je suis pas quelqu'un de l'ultra-gauche, mais je m'interroge quand même, finalement, sur cette répartition, sur la question que vous posez sur les années qui viennent. Et en effet, on ne peut pas tout demander à l'État, parce que l'État, c'est finalement nous, mais s'interroger aussi sur à la fois une croissance majeure et peut-être une meilleure répartition de cette croissance. Je suis entièrement convaincu, Jean-François. Et une croissance qui... Voilà. Non, mais la seule piste, c'est de revenir. Mais ça suffira pas. C'est évidemment de changer totalement cette tendance sur 30 ans qui était de baisser continuellement la taxation du capital. Et le plus curieux d'ailleurs, c'est que c'est les Américains et les Anglais qui commencent à le faire, plus vite que nous. Mais ça suffira pas. Mais évidemment, on va taxer plus le capital dans le futur. Alors voilà. Alors ça, c'est une immense question qu'on va pas aborder. Il y a aussi la question du PIB avec est-ce qu'il faut prendre, comme le dit l'économiste Éloi Laurent, plutôt la santé au sens large comme indicateur principal. Mais voilà, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à tous. Et maintenant, place aux étudiants. Pardon d'avoir mangé sur votre temps de parole. Et donc, pour les représenter, j'accueille Alan Mahmoud, jeune diplômé d'HEC et passionné par les questions de société et les questions économiques en général. Merci. Merci à tous. Moi, j'ai une question. En mars 2020, la France se battait pour acheter des masques à la Chine, des masques dont le prix avait augmenté de 400% à l'époque. Aujourd'hui, le monde entier, mais la France aussi, se bat pour avoir des semi-conducteurs
donc, et dont la pénurie ralentit l'économie mondiale. Est-ce que la dépendance que nous avons par rapport à la Chine doit nous amener à repenser en fait notre modèle d'économie globalisée? Est-ce qu'il est temps de repasser à une version plus locale de notre économie? Patrick Artus, je crois que ça c'est vraiment une question pour... Je vais essayer de prendre des notes, mais non, bon, il faut être raisonnable. On ne pourra pas tout relocaliser, ça n'a aucun sens d'ailleurs. Hein. Et donc je crois qu'il va falloir avoir une vision extrêmement sélective de ce qu'on relocalise, parce que il faut comprendre que relocaliser n'est pas strictement économiquement rentable du simple point de vue financier pur, quoi. Et donc donc il va falloir savoir ce qui est stratégique. Et dans ce qui est stratégique, l'État devra évidemment subventionner la relocalisation. Alors les semi-conducteurs, ça fait sans doute partie, les principes actifs de médicaments, ça fait sans doute partie, mais ça sera petit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de macroéconomie. On ne va pas avoir une macroéconomie de relocalisation. On va avoir des cibles de relocalisation avec un besoin important d'aide de l'État, parce que les entreprises spontanément ne le feront pas. Raymond Soubi, vous vouliez intervenir? Oui, d'abord, sur la question des masques, je rappelle que le principal responsable de l'absence de masques, ce n'était pas la Chine ou quiconque, c'était la France. La France avait des masques, avait des stocks considérables de masques, et elle les a détruits. Bon. Peu de temps avant la pandémie. Et si vous me permettez une anecdote personnelle qui dure il y a 15 secondes, j'ai été convoqué au parquet en 2013 sur le thème, au moment de l'affaire H1N1, j'étais à l'Élysée à l'époque, pourquoi le gouvernement a commandé autant de vaccins, etc., etc. Et il devait y avoir à cet acte aberrant, et des masques, aberrants, des raisons qui étaient des contreparties financières, des fabricants de masques, etc. J'ai eu un interrogatoire de 5 heures sur ce sujet, devant quelqu'un qui était très sincère et qui en était absolument convaincu. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos de la Chine. Et enfin, quant aux relocalisations, il y a quand même un grand doute. Il y a de côté ceux qui disent qu'il faut relocaliser ce qu'on a délocalisé, ce qui peut être vrai dans certains cas rares, mais qui est faux. Bien. Et puis, il y a développer chez soi des activités, des industries, des services dont on aura besoin dans le futur parce que ce sont des activités d'avenir. Et c'est bien sûr le second sujet. Alors, je dis une évidence pour tous les gens éminents qui sont là dans cette salle, mais quand vous discutez avec quelqu'un comme ça dans une réunion, en vérité pour eux, la relocalisation, c'est d'abord défaire ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire ramener en France des activités qui sont ailleurs et qui sans doute d'ailleurs, pour en grande partie, doivent y rester. Nicolas Bouzou. Il n'y aurait rien de plus stupide que de relocaliser des masques. C'est typiquement le genre de choses qu'il ne faut pas relocaliser. C'est typiquement le genre de choses qu'il faut acheter. On a beaucoup évoqué depuis le début de la crise la question de la souveraineté. Mais je préfère le thème d'autonomie qui me semble plus précis que celui de souveraineté. Mais bon, gardons la souveraineté. La souveraineté, c'est pas tout produire. C'est disposer de ce dont on en a besoin au moment où on en a besoin. On peut parfaitement disposer de masques sans produire de masques. Nous avons un immense sujet de réindustrialisation, mais il ne faut pas se tromper sur le terme de réindustrialisation. Réindustrialiser, ça n'est pas ressusciter des industries qui sont parties ou qui ont périclité. Réindustrialiser, c'est se demander, et on le fait en France, on est là-dessus, c'est très bien, France 2000, on avait commencé avec le plan France Relance et France 2030, on est là-dessus, c'est très bien. C'est se demander comment est-ce qu'on peut se développer là où les autres ne sont pas encore. L'hydrogène, par exemple, il y a sans doute quelque chose d'intelligent à faire en France. Comment on développe une filière sur l'hydrogène, comment on fait des avions électriques ou des avions avec du kérosène renouvelable. Dans le domaine de la santé, nous avons un savoir-faire majeur. On a des chercheurs, on a aussi du côté de la
prise en charge des infrastructures exceptionnelles, les centres de lutte contre le cancer, par exemple, qui sont un réseau absolument unique au monde. Il y a une révolution thérapeutique majeure dans le domaine du cancer, avec les thérapies ciblées, avec l'immunothérapie, avec, je parle sous votre contrôle, mais les nouvelles formes de radiothérapie ultra puissantes. Là, nous avons des potentialités de développement absolument extraordinaires. Mais faisons des thérapies géniques, pas des masques. Pardon, hein, c'est peut-être une question complètement stupide. Vous dites que c'est stupide de dire qu'il faut produire des masques en France, mais si on est dans l'idée que chacun se referme sur soi et que ça va être la guerre bientôt, est-ce que c'est complètement stupide? Pas du tout, non? Alors, ce qui serait dangereux, surtout après avoir écouté Dominique Régnier, c'est de dépendre uniquement des masques chinois. Et en fait, c'est ça le problème que l'on a eu depuis le début de la crise. C'est pas tant un problème de dépendance à l'étranger que de dépendance à un pays, et en particulier, il est sûr que quand on s'est rendu compte que 95% de la pénicilline était produite en Chine, c'est un problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que nous, forcément, nous produisions toute la pénicilline. Ça veut dire simplement, et c'est en train de se faire, qu'on doit, et que les entreprises commencent à le faire, souvent sous la pression des actionnaires, rendre les chaînes de valeur plus résilientes, c'est-à-dire diversifier les approvisionnements, même si ça a un coût un peu plus élevé. D'accord, vous avez une autre question? Vous pouvez dire votre prénom, votre nom? Oui, je m'appelle Amandine Ougroulou-Oglou et je viens de finir une KNBL et je suis en licence de sciences sociales. Je m'appelle Amandine Ougroulou-Oglou, je viens de finir une KNBL et je suis en licence de sciences sociales à l'Université Paris-Dauphine. Et je voudrais vous poser une question à trait un peu philosophique, mais je pense que toutes vos disciplines sont intimement liées. Pour moi, j'ai l'impression que pendant le confinement, on a vu une sorte de démonstration empirique des thèses hobbiennes dans la mesure où les individus ont été prêts à sacrifier leur liberté en échange d'une protection ici de la part de l'État. Et je voudrais savoir, selon vous, quel rôle devrait-on avoir à l'international pour les personnes qui n'ont pas d'État ou pas un État assez fort pour les protéger? De qui devrait venir cette protection dans ce contexte? Jean-François Delfray, si vous voulez. Non, je voudrais élargir votre question, qui est une belle question. C'est-à-dire qu'on a dans cette crise, et à la fois au niveau des décideurs politiques, et pas seulement français, mis la santé comme le point principal, entre guillemets, c'est la première fois qu'on le fait à ce niveau-là, comme une priorité absolue. Et c'est un médecin qui parle. Et on l'a fait au détriment, avec les mesures qui ont été prises, d'un certain nombre de libertés individuelles ou de libertés collectives. Et cette balance très difficile à mettre pour la première fois la santé au cœur du débat, au détriment de libertés individuelles et de libertés collectives, elle va nous marquer probablement pour de très nombreuses années. Moi, un de mes principaux, j'ai dit qu'il fallait vraiment beaucoup d'humilité dans cette crise, hein. Et je le répète, c'était avant que vous arriviez, mais c'est une réalité, parce qu'on s'est trompé, je me suis trompé, d'autres se sont trompés, donc beaucoup d'humilité. Un de mes grands regrets, c'est par exemple sur la prise en charge des personnes âgées en EHPAD, où la décision de confinement strict de mars et d'avril 2020 était pleinement justifiée. Sinon, on aurait eu une hécatombe. Donc, la santé est bien considérée comme une priorité. Et inversement, la sortie, à partir de la mi-avril, de mai et de juin 2020, qui n'a pas su probablement trouver suffisamment d'humanité, de liberté, de respect des personnes. Et je m'en veux, hein, c'est un système, je n'étais pas directement impliqué dans la décision, puisque ce sont bien des décisions politiques. Mais néanmoins, on a bien vu des glissements se produire dans cette population âgée. Et donc la question que vous posez, en effet, c'est comment, et c'est une des premières grandes questions de la crise, comment, d'un point de vue plus global, je dirais, alors on peut le dire philosophique, on peut le dire éthique, on peut le dire moral, comment à la fois respecter et mettre en priorité pour la première fois la santé, et avoir une forme de respect de liberté individuelle et de liberté collective. Et la deuxième question, mais je pense que Cécile y répondra, c'est évidemment
comment aussi, et ça a été évoqué, les pays du Nord ont trouvé une série de solutions, et en particulier avec le vaccin, et comment, dans le même temps, nous allons coexister sur l'année 2022 avec le Nord vacciné, et puis une partie du Sud vaccinée. On n'a probablement pas besoin de vacciner tout le Sud, puisqu'il a été déjà très largement contaminé, mais quand même d'arriver à un certain niveau de vaccination sur les pays à ressources limitées. Alors, Cécile Duflot, avant d'en venir à vous, il y a Dominique Régnier et Patrick Artus qui veulent dire un mot également. Par rapport à votre question, d'une certaine manière, en vous écoutant, je me disais, c'est pourtant simple, c'est faussement simple, hein, c'est pourtant simple. Nous avons été limités dans nos libertés pour assurer leur durabilité. En fait, c'était une privation ou une limitation qui se justifiait par la volonté de sauver les libertés. Et cet argument, il n'a pas eu l'efficacité qu'il paraît avoir quand on l'énonce. Et je fais le lien avec ce que disait M. Delfraissy à l'instant, ça fait 2 fois que vous le dites, sur les erreurs de départ que vous avez pu commettre dans le monde scientifique. La nouveauté, ce n'est pas l'erreur. La nouveauté, c'est sa visibilité. Et en fait, que nous ne soyons pas capables de convaincre ou de persuader sur les arguments de la liberté, et que nous ne soyons pas capables collectivement de supporter l'erreur sur des sujets extrêmement complexes et qui ne peuvent que commencer par des errements, voire des erreurs, c'est aussi parce qu'il y a un défaut collectif, qui est un défaut culturel, qui est un défaut d'éducation, qui est un échec collectif, sur lequel nous devrions faire beaucoup d'efforts, qui ne nécessitent pas nécessairement plus d'argent, mais peut-être aussi plus de concentration, plus d'engagement. Moi, je suis professeur, mais ça ne concerne pas que les enseignants, ça concerne les étudiants, ça concerne les familles, ça concerne les citoyens dans leur généralité, parce que chacun a pu l'observer, cette crise a été aussi une espèce de grande expérience universelle, je ne sais pas, mais en tout cas très, très transnationale, où le rapport à la vérité, le rapport à la science a été extraordinairement malmené. Or, nous sommes dans l'impasse. Si un pays comme le nôtre, si une société comme la nôtre, si une planète comme la nôtre sort du chemin scientiste, nous ne pourrons pas ni justifier ni les privations de liberté quand elles seront nécessaires pour sauver la liberté, ni trouver les vaccins dont nous aurons besoin demain, ni convaincre les populations, je réponds à votre question de tout à l'heure, ni convaincre les populations qui doivent être vaccinées d'être vaccinées, ni convaincre leurs élus. Je rappelle qu'il y a eu des élus qui n'ont pas voulu encourager les populations à se faire vacciner. Il y a un sacré boulot d'éducation à faire. C'est très collectif et je suis persuadé, je termine là-dessus, ça ne peut pas ne pas nous concerner tous individuellement. Et de ce point de vue-là, ça ne nécessite pas un budget supplémentaire. Juste, si je peux rebondir sur ce point, sur le rapport à la science, qui est tout à fait essentiel. Et effectivement, l'OMS a qualifié d'infodémie la circulation massive d'informations non contrôlées, etc. Évidemment, le rapport à la science, il est tout à fait important. Et je voudrais juste citer quelque chose. Aujourd'hui, dans le plus grand pays scientifique du monde, les États-Unis, 49% des Américains considèrent que la théorie de l'évolution n'est pas exacte et que l'évolution des espèces n'est pas une réalité. On n'en est pas là en Europe aujourd'hui et on doit veiller absolument à ce que la diffusion de l'information scientifique, le niveau d'éducation soit maintenu, renforcé. C'est absolument essentiel. Il y a une autre chose qui est marquante. Il y a une étude qui a été faite sur 30 ans dans 5 pays sur la perception à la science. Et ce que ça montre, c'est que les disparités s'accroissent entre pays et les disparités s'accroissent très fortement au sein d'un même pays selon les catégories sociales. Ce qui explique des tensions aussi. Le rapport à la science évolue et c'est un point de vigilance absolue que l'on doit avoir et où la recherche peut aussi contribuer. Merci beaucoup. Patrick Artus ? Oui, sur un plan différent, je reviens sur la partie de votre question qui portait sur la situation des pays pauvres. Et je crois qu'il faut comprendre aussi qu'ici, il y a une inégalité absolument incroyable. Un pays comme l'Europe, les pays européens ou les États-Unis peut faire un énorme déficit public. La raison profonde, c'est que sa monnaie est une monnaie de réserve. Donc le monde entier va acheter la dette émise par ce pays. C'est particulièrement vrai pour les États-Unis. Un pays européen ou les États-Unis peut émettre une quantité gigantesque de monnaie. Cette monnaie va rester dans le pays.
Si vous faites ça en Argentine ou en Afrique du Sud, quand vous émettez de la dette publique, il n'y a pas d'acheteurs et votre taux d'intérêt s'envole. Quand vous créez de la monnaie, immédiatement, il y a une hémorragie de capitaux et cette monnaie se transforme en dollars et l'économie du pays s'effondre. Donc ce qui nous a sauvés, c'est-à-dire cette capacité de réactivité des politiques économiques, n'est absolument pas dans les mains des pays émergents et des pays pauvres. Et ça, c'est une inégalité incroyable. Cécile Duflot ? Oui, un petit mot sur la question, sur deux sujets, pour vous répondre. En fait, cette adhésion, c'était aussi une adhésion de responsabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on parle d'une société extrêmement individualiste, etc., on se rend compte finalement que dans un tas de situations, les réflexes sont plutôt des réflexes de solidarité. Et c'est pour ça que les inégalités vaccinales entre le Nord et le Sud sont scandaleuses. Mais on pousse, vous avez évoqué, Monsieur Delfraissy, tout à l'heure, les profits de la pandémie. Les milliardaires du vaccin et les profits du vaccin atteignent des niveaux qui sont des niveaux assez inouï quand on y réfléchit. Et je le redis, l'argument qui consiste à dire que ces vaccins ont été faits et qu'il faut rémunérer l'investissement et la recherche, 100 milliards de dollars d'argent public ont été mobilisés et c'était une très bonne chose pour trouver pour la recherche contre le Covid-19. Mais du coup, aujourd'hui, d'abord, il n'y a même pas 15% de nos engagements à l'égard de COVAX, c'est-à-dire le système qui finance les doses et qui permet des dons de doses aux pays du Sud qui ont été honorés. Et évidemment, le débat sur la levée des brevets continue de s'arrêter. Donc ce que je crois, c'est que là où on trouvera des limites, et j'entends les remarques sur la non-adhésion au vaccin, sur le rapport à la science, mais les États-Unis, c'est un pays où l'épidémie de mort, de suicide, on va dire, d'overdose continue d'augmenter. C'est un pays où les inégalités sociales sont de plus en plus importantes et où de fait il y a une forme de désespérance sociale qui s'installe de la part de certains. Et donc ne pas lier ces questions-là, comme ne pas lier ce qui s'est passé avec la chlordécone et la défiance à l'égard du vaccin dans les Antilles françaises, ce serait une erreur. Et la chlordécone avait été promue pour des intérêts purement économiques, comme l'amiante avant. Donc ces questions-là sont souvent très liées. Et donc, si je termine, je dis que la question, pour moi, essentielle, c'est celle d'un modèle. Un modèle qui, effectivement, peut mettre au premier plan tout un tas de professions et de personnes en leur ensuite assurant aucune rétribution, aucune considération, que ceux qui ont été les plus protégés pendant la crise sont ceux qui tirent bénéfice même de la crise telle qu'elle s'est déroulée, ça ne peut que provoquer un sentiment d'injustice. Enfin, je veux dire, il y a pas besoin quand même d'aller très loin dans la réflexion pour considérer que tous ces efforts-là, s'ils ne sont pas rémunérés, c'est pour ça que la question de l'exemplarité des dirigeants est importante aussi dans ce genre de moment et qu'on a senti beaucoup de tensions, y compris sur la question des gestes barrières, et parce que les obligations semblaient pas s'imposer de la même manière aux uns et aux autres. Donc l'adhésion à ce type de restrictions, l'adhésion commune, elle dépend beaucoup d'un sentiment de justice et de partage collectif des obligations. Et à mon avis, elle a été possible dans un premier temps, mais la question de savoir ce qui se passerait face à une recrudescence beaucoup plus forte de l'épidémie ou une nouvelle pandémie est une question où on n'est pas du tout certain que les réflexes seraient les mêmes et que l'acceptation serait la même. Et c'est pour ça que tirer les leçons de ce qui nous est arrivé. Et je vous ai entendu, Monsieur Bouzou, expliquer que on va faire des avions avec du combustible c'est quoi, renouvelable. Mais un moment, je pense que là, vraiment, c'est les mêmes que ceux qui pouvaient dire que la pandémie ne pouvait pas exister et qu'il fallait pas donner de l'argent aux chercheurs qui travaillaient sur une pandémie virale mondiale. Pardon, mais la réalité... pas les mêmes, parce que moi, j'ai jamais dit ça, donc c'est pas les mêmes. Oui, mais là, si, c'est la même logique. C'est de dire, en fait, face à la situation qui est devant nous, c'est-à-dire les conséquences du dérèglement climatique, un monde comme celui qu'on connaît, simplement avec des sauts technologiques de je sais pas quoi que personne d'ailleurs ne connaît, ne fonctionnera pas. Que notre scénario, c'est celui de laisser les fossiles dans le sol et d'aller vers de la sobriété. C'est comme ça, en fait. Et je vais vous dire une chose, c'est bien dommage parce que ceux qui vont devoir gérer ça et trouver des solutions et inventer des solutions face à des problèmes que l'espèce humaine ne s'est jamais posés, c'est la génération qui est en face de moi. Et la mienne sera dans une situation intermédiaires. En revanche, ceux qui sont aujourd'hui aux manettes et qui continuent de profiter d'un système qui pourtant s'épuise n'auront pas à vivre ces conséquences. Et cette injustice-là, qui est une injustice générationnelle, je pense que c'est une des premières fois où nous allons la vivre de façon aussi brutale dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire une génération et des générations qui vont vivre les conséquences d'actes qu'ils n'ont absolument pas décidés. Et ça, je crois qu'il faut quand même être conscient que cette tension-là générationnelle, elle risque d'être de plus en plus forte et que le déni ne répondra absolument pas à la réalité.
Merci. Jean-François Delfrécy, vous voulez ajouter quelque chose? Non, juste un point, parce qu'on l'a très peu discuté jusqu'à maintenant, M. Soubi l'a évoqué. C'est que dans ces grandes crises, enfin, et indépendamment de la crise, c'est extrêmement difficile de savoir où on va aller. Dans la santé, mais je pense que c'est valable dans d'autres domaines, on a une possibilité d'ouvrir ça sur ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. C'est ce triangle de construction où il y a d'une part les experts, les scientifiques, qui savent, hein, et il faut pas les mettre, je veux dire, même si on s'est trompé, il y a une connaissance et une acquisition du savoir qui est quelque chose qui reste fondamental, hein, et il faut qu'on reste là dans des grandes nations scientifiques. Il y a le décideur politique qui décide, on est une belle démocratie, c'est à lui de décider, et il y a le citoyen. Et le citoyen dans la santé, enfin c'est toute l'histoire des 30 dernières années et l'histoire du sida auquel j'ai largement participé avec les associations de patients, montre bien que la vision du citoyen, y compris dans la construction de la recherche, mais pas que, dans une série de décisions qui peuvent être prises en termes de décisions économiques, est fondamentale. Et donc, ce qui m'a frappé, moi, dans cette crise, c'est probablement en raison de la temporalité qui a été quand même si elle dure, on se rend bien compte que d'ailleurs c'est une crise qui dure, on n'est plus tout à fait dans la crise aiguë, hein, on est dans quelque chose qui rentre presque dans le chronique, eh bien cette démocratie sanitaire n'a pas été totalement au rendez-vous, hein, parce qu'elle s'est pas mise en place durant les premiers mois où tout le monde était sidéré, et après les différents gouvernements, il n'y a pas que le gouvernement français, hein, quand je regarde, on communique beaucoup avec nos collègues des conseils scientifiques allemands, anglais, italiens, espagnols, US, etc. Et finalement, on n'a pas su tirer bien les leçons de ça. Sauf, on l'a pas fait au plan national en France, le gouvernement ne l'a pas souhaité, je le regrette d'ailleurs, mais il s'est monté une série de grands comités citoyens au niveau des régions, des métropoles, et c'est quelque chose qu'on a très peu discuté aussi ce matin. C'est-à-dire que la réponse, elle est forcément centralisée par certains côtés, mais elle doit s'appuyer sur les territoires. Et qu'il y a des solutions au niveau des territoires qui peuvent se trouver. Des comités citoyens et scientifiques se sont montés à Grenoble, à Lyon, à Rennes, à Strasbourg, à Paris aussi, et qui ont été des instances de dialogue qui permettent non pas de régler l'ensemble des problèmes, hein, la démocratie non élective a ses limites, mais elle permet d'aborder un certain nombre de questions. La santé s'y prête. Et ça, je pense que les plus jeunes, il faut que vous poussiez à cette construction. Il faut que vous nous poussiez tous. Nous, on va partir, mais que vous soyez totalement impliqués là-dedans. Alors, pardon, il y a une génération quand même... Enfin, on n'a pas le temps non plus d'attendre 10 ans que vous soyez aux manettes. Et effectivement, il faut que ce soit maintenant qu'on agisse. Mais vous avez raison. Juste deux encore questions des étudiants. Et je vais vous demander de répondre juste assez brièvement, parce que sinon, on n'aura pas le temps de donner la parole au public. Alors, bonjour, je m'appelle Anna Schaeffer, je suis diplômée de Sciences Po Strasbourg et je suis actuellement en pré-PENA. Alors, vous avez beaucoup abordé la question des enjeux internationaux, moins celle des enjeux nationaux. Vous avez posé la question de la hiérarchisation des priorités à venir, qui vont être militaires, en termes de santé, enfin, beaucoup d'enjeux. Ne pensez-vous pas au contraire qu'il y a une priorité à donner à l'éducation et que sans la réforme du système éducatif, sans justement la capacité donnée aux enfants de cette génération et aux générations à venir de s'approprier de ces questions, rien ne pourra être fait et rien ne pourra changer? Merci beaucoup. De rien. Qui veut répondre à... Je veux bien commencer. Allez-y, Patrick Artus. Juste, oui, alors vous avez absolument raison. Alors c'était pas directement quand même notre sujet de ce matin. Alors c'était assez étonnant. Il y a 15 jours les journées de l'économie à Lyon, et les journées de l'économie commencent toujours par un sondage où on demande à un panel de Français quelles sont vos préoccupations dans l'ordre de... Enfin, quelles sont les préoccupations les plus graves. Et cette année, pour la première fois, c'était l'école. Et 2, c'était le pouvoir d'achat. 3, c'était l'environnement, le climat. Et 4, l'immigration. Mais l'école, c'est la première fois que ça vient. Et alors, tous les travaux académiques de recherche montrent que les compétences, j'utilise ce terme générique, hein, à tous les âges, hein, aussi bien les jeunes que les adultes, etc., sont absolument déterminantes pour tout.
Il y a un lien extraordinaire entre les compétences et la capacité des entreprises à se moderniser, la capacité à garder de l'industrie, le taux d'emploi, et le taux d'emploi, c'est les recettes de l'État, donc c'est la capacité pour l'État d'avoir des dépenses, etc. Donc vous avez absolument raison, on a un problème gravissime de compétences, et on a surtout un problème gravissime de compétences dans le domaine scientifique. On sait que les jeunes Français ont un vrai problème sur les maths, les sciences, etc. Il y a une enquête qui s'appelle Teams, qui, si vous voulez mal dormir, regardez l'enquête Teams, parce qu'on est dernier, sauf dans une catégorie où les Roumains nous font la gentillesse d'être derniers. Mais c'est terrifiant, quoi, je veux dire. Donc il y a un énorme travail à faire, et en particulier pour ramener des jeunes Français vers une formation scientifique. Il y a que 25% des jeunes Français qui ont une formation scientifique, et il y a 45% des jeunes Allemands, par exemple. Merci beaucoup, Cécile Duflot. Je crois que vous devez malheureusement nous quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a une dernière question? Non? Ah, pardon, je croyais que vous étiez... Alors, Jean-François Delfriciel, ici. Non, moi, juste un peu un clin d'œil en termes de plaisanterie, mais pas tout à fait non plus, puisque je vous avais dit vous-même que vous prépariez l'ENA. Peut-être c'est plus l'ENA, d'ailleurs j'ai compris que c'était un autre nom. Bon. Moi, ce qui est frappant, c'est aussi le fait que les 500 personnes qui dirigent la France, donc 95% dans l'appareil d'État, dont vous allez peut-être faire partie, dont 95% sortent de l'ENA, les cabinets ministériels, les gens qui font partie des écuries politiques, qui sont politiques eux-mêmes, ont dans le système français une acculturation scientifique, et regardez vos études que vous allez faire, même si elles sont en train de se modifier, qui est quelque chose de très frappant. Pour un Thierry Damerval, il y a 80 qui a été à un moment donné directeur de cabinet adjoint, il y a l'immense majorité des directeurs de cabinet ne sont pas issus du milieu scientifique. Alors ça, c'est un premier point. Et d'ailleurs, le Conseil d'État vient de décider sur ces jeunes auditeurs qui viennent d'arriver, de faire une formation au Conseil d'État sur les grands enjeux scientifiques de demain. Ça montre bien la nécessité. Et de l'autre côté, du côté des scientifiques et des médecins, il y a aussi un besoin de les culturer vis-à-vis, je dirais, des grands enjeux, sinon politiques, c'est pas leur job, mais des grands enjeux sociétaux et de dialogue avec la société, et qui restent pas uniquement dans leur mur. On a besoin, bien sûr, de gens qui ne pensent qu'à la recherche, c'est fondamental. Mais on a besoin aussi de gens qui sont capables de dialoguer avec de l'autre côté. Et ça, c'est aussi une des très grandes leçons. Ça, c'est un problème assez spécifiquement français, parce que quand on regarde en Allemagne, par exemple, la classe dirigeante allemande, elle est faite avec des doctors, et qui restent encore. Bon, oui, juste. 50% des décideurs, que ce soit dans l'entreprise ou dans l'administration, au Royaume-Uni, ont fait une thèse. 9% en France. Et faire une thèse, c'est avant tout se poser des questions, c'est douter, c'est s'interroger, c'est parfois faire des erreurs. Alors que le grand jury de l'ENA, c'est en capacité de répondre à tout. Bravo. Raymond Soubi, vous voulez... Et puis après, on va laisser... On a dit qu'on plaisantait, là, un peu. Oui, bien sûr, mais si je peux répondre, je pense que justement, le problème principal, c'est la façon dont est organisé le système secondaire en France, qui pourtant valorise la section scientifique, qui est censée être la plus prestigieuse. Et donc, le véritable problème, c'est pourquoi fait-on des études pour avoir un travail, ou pour, du coup, s'interroger, se questionner, et pourquoi pas réinventer la société de demain. Et c'est plutôt ça le véritable problème. Et une thèse, c'est s'interroger, se questionner pendant un temps limité. Après, c'est faire d'autres choses. Raymond Soubi, vous vouliez répondre aussi? Tout simplement pour dire qu'il y a quand même des écoles scientifiques qui existent. Je prends un exemple. L'école polytechnique. Bon, l'école polytechnique, il en reste combien de polytechniciens dans l'État? Je veux dire par là qu'il y a une formation scientifique, très peu. Alors ça tient à qui? Ça tient aux polytechniciens, ça tient à l'État, ça tient sans doute aux deux. Donc... Raymond, il y a de plus en plus de techniciens qui font de la recherche, quand même, depuis 10 ans. Je n'ai jamais dit que des polytechniciens ne faisaient pas de la recherche, mais je dis que les polytechniciens qui sont quand même une école normalement préparant à des corps d'État, vous allez vous promener dans les corps d'État, vous en trouvez un certain nombre, et il y a eu en effet une évaporation, si je veux dire, complète. Et puis deuxième remarque très rapide, là on parle de l'école, mais il n'y a pas que l'école.
pour les compétences et la formation. Il y a l'apprentissage. Comment dites-vous? Il y a la formation tout au long de la vie. Bon, et c'est un mot, trop souvent, mais ça devrait être une réalité. C'est-à-dire que je crois pour les sujets dont on parle, indépendamment des formations initiales, il doit y avoir, pour l'évolution des compétences et des connaissances, un accompagnement tout au long de la vie. Ça, c'est l'objet d'un discours politique. L'accompagnement tout au long de la vie. Dominique Régnier a fait beaucoup de papiers là-dessus, moi aussi un certain nombre. Bon, et en dépit de nos talents respectifs, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Quasiment rien. Donc il n'y a pas que l'école, il y a aussi tout ce qui est après l'école, etc. Pour justement changer plusieurs fois de travail, comme vous disiez. Il nous reste 10 minutes, un quart d'heure pour prendre les questions du public. Est-ce que parmi vous, il y a des... Alors, allez-y. Je ne sais pas comment on vous passe le micro. Si vous voulez vous présenter. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je reviens sur le sujet de l'éducation parce que pendant 40 ans, j'ai quand même été enseignante et directrice d'école. Et je voudrais dire que c'est un point effectivement excessivement important, que actuellement la formation initiale et la formation continue est une peau de chagrin, et qu'on ne voit pas comment, effectivement, 90% des jeunes qui rentrent à l'INSPE actuellement ont une formation plutôt littéraire, pour revenir à l'aspect scientifique, et que la formation scientifique, on peut dire qu'elle est totalement inexistante, que ce soit au niveau initial ou au niveau continu. Je continue à travailler pour accompagner des projets scientifiques dans les écoles, à la demande des enseignants, et je vois toute la difficulté que c'est de mettre en place effectivement des projets scientifiques quand au départ on n'a pas de connaissances, pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne sait pas, Ouais. et qu'on a peur, tout simplement. Donc la réforme de l'école, complètement d'accord, parce que au niveau de l'institution même, au niveau des classes, de la constitution des classes, quand on dédouble les classes de grande section et de CP, c'est très bien, mais les classes, il faut les dédoubler dès la petite section, parce que c'est là que ça commence, et même avant, dans les familles. Donc au départ, c'est là que ça commence, parce que la construction du langage, c'est en petite section. Et la construction cognitive, c'est aussi en petite section que ça commence. Et tout au long de la vie, pour le coup. Merci Patrick Artus, vous voulez... Oui, non, mais juste un petit mot là-dessus, parce que c'est parfaitement documenté par toutes les études qu'on a sur l'éducation. C'est-à-dire, en effet, avec la réduction de la taille des classes très tôt, on sait que c'est une politique qui marche. Et ce qui est sympa dans l'éducation, c'est que ça fait quand même... C'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de travaux depuis longtemps dans le domaine des sciences sociales. Et donc, on sait des choses. On ne sait pas tout, mais on sait des choses. Et on sait notamment que sur cette question de la réduction de la taille des classes, il faut être très ambitieux. Le gouvernement, là, le fait un peu, c'est pas mal, mais en fait, on a un effet qui est relativement faible, parce qu'il ne faut pas diminuer la taille des classes de 5-10%, il faut la diminuer de moitié. Voyez ? Alors peut-être qu'un moyen de s'en sortir, ce serait de les diminuer très fortement dans des zones où il y a plus de difficultés et de moins les diminuer dans d'autres. Enfin, il y a sans doute des politiques publiques un peu précises à imaginer, mais ce point, vraiment, j'insiste là-dessus, parce que on sait que ça marche, et en plus, les retards de compétences dont vous parlez, il est aussi documenté qu'on les traîne souvent tout au long de la vie. Donc, la question vraiment de cet enseignement, mais primaire, c'est majeur. Surtout qu'avec le Covid, on parle d'une génération qui aura eu en plus une année extrêmement difficile. Patrick Artus ? Oui, non, mais on va tous dire la même chose. Il y a quand même beaucoup de travaux relativement convaincants. Il y a un modèle que tout le monde regarde, qui est le modèle finlandais, qui était regardé par mon camarade Yann Algan, par exemple, qui est à Sciences Po. Et on sait qu'il y a une inversion de la priorité par rapport à notre modèle. Dans notre modèle, on met en avant les compétences cognitives. Donc on dit il faut que les enfants sachent lire, écrire, faire des maths, etc. Dans le modèle finlandais, on met en avant les compétences comportementales. Donc on leur dit, on leur apprend à travailler en groupe, à coopérer, et après seulement on va. Et les enseignants sont formés à la pédagogie des connaissances et des comportements avant d'être formés à une pédagogie sur une matière. Donc c'est cette inversion complète de la priorité, je crois, qui fait le succès des modèles de pays qui ont alors des résultats tout à fait incroyables de performance scolaire. Et d'ailleurs, Sanna Marin, la première ministre finlandaise qu'on a reçue au magazine Elle, nous dit qu'elle avait aussi inversé le modèle dans le sens où le bien-être maintenant et non pas la croissance absolue à tout prix est devenu son but. Si vous lisez le livre de Yann Algan, il y a des choses très extraordinaires. Il a été chronométré ce qui se passait dans une classe d'école primaire et il montre qu'en fait le maître fait un cours très magistral,
et qu'en fait 80% du temps de classe consiste pour les enfants à prendre des notes sur ce que dit le maître, mais les notes, c'est ce qu'il y a dans le manuel. Hein. Ouais. Donc en fait, les enfants synthétisent un deuxième manuel au lieu de travailler ensemble, d'avancer ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question encore? On a le temps de prendre 2 questions. Monsieur à gauche. Ah, allez-y, pardon, je ne vous avais pas vu. Avec les magnifiques abat-jours, on ne vous voit pas. Bonjour à tous, Pascal Audienne, je suis consultant en organisation. Donc, on constate dans certains pays une fuite actuellement des salariés qui a été accélérée probablement par la pandémie, notamment des salariés qui sont dans des métiers contraignants, et il se trouve que c'est souvent aussi les plus mal payés. Donc, je voudrais vous demander quelles anticipations vous imaginez souhaitables aujourd'hui pour éviter que, en France, on arrive également à ce type de comportement. Oui, c'est ce phénomène qu'on appelle la grande démission qui en effet est absolument majeur. Aux États-Unis, ça a été quantifié, notamment par la fête de Saint-Louis. Ça représente 3-4% de la population active, donc c'est majeur. C'est pas que les métiers, en fait, c'est tous les métiers en fait. C'est ça la difficulté, c'est-à-dire que vous avez tout à fait raison, ça concerne bien évidemment les métiers difficiles, mal payés. Donc on a beaucoup pris l'exemple des serveurs de restaurants, par exemple, où en effet là il y a eu un phénomène de démission majeur. Mais vous retrouvez ça chez les experts comptables aussi, vous voyez, donc ou dans la banque. Donc vraiment, ce phénomène il concerne l'ensemble de la population. Donc vous avez raison, il y a forcément une question salariale, mais je pense que ça va au-delà de ça. Je pense qu'il y a des gens qui quittent leur job parce que ça fait plus sens pour eux, parce que leur manager est pas bon. Vous savez que le management dans les entreprises françaises est pas très bon. Vous avez 80-90% des gens qui considèrent que leur manager est pas bon parce qu'on leur laisse pas suffisamment d'autonomie. Et d'ailleurs, si je voulais commettre une provocation, je parle sous le contrôle du professeur Delfassi, mais il me semble que le malaise hospitalier en ce moment reste majeur, alors même que les pouvoirs publics viennent de consentir à des augmentations de salaires qui étaient absolument justifiées, mais qui sont quand même relativement sensibles. Donc on voit que c'était un sujet important, cette question des salaires, mais que ça n'épuise pas la totalité de notre sujet. Monsieur Delfassi, pardon, Raymond Soubi, après je vous laisse parler. Je ne veux pas retarder votre intervention. Non, je suis globalement de l'avis de Nicolas Bouzou. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des métiers qui sont très mal rémunérés. Disons la vérité, ils sont très mal rémunérés. Et donc, une des réponses... D'abord, ce qui s'est passé, c'est la grande démission. C'est le fait que des personnes qui ont été en confinement, qui avaient tel ou tel métier, par exemple dans l'hôtellerie, dans la restauration, se disent, étant tout seuls, ou dans leur famille, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent? Et est-ce que je dois continuer comme ça? Et c'est d'ailleurs extraordinaire. C'est l'un des effets positifs du confinement, qui est que les gens s'intéressant moins à leur travail, forcément, s'intéressent plus à eux-mêmes, ce qui est sans doute pour eux plus important. Bien. Et donc, beaucoup se sont posé la question. Et moi, j'ai fait un petit travail dans la restauration, avec des restaurateurs et des gens qui étaient chez ces restaurateurs il y a 1 an et qui n'y étaient plus, qui n'avaient pas d'emploi et qui ne voulaient plus y revenir. Et donc les 2 sujets qui émergeaient tout de suite, parce qu'il faut être pragmatique dans la vie, il y a le pouvoir d'achat, bien sûr. D'ailleurs, la branche vient d'entamer, comme vous l'avez vu, des négociations. Mais il y a surtout, comme je le disais, le mal-être de se trouver dans une fonction, même si on relève, ou une profession, même si on relève sa rémunération, qui au fond ne flatte pas l'ego, mais même dégrade l'ego, dégrade profondément l'ego. Et donc c'est un sujet difficile, parce que c'est pas seulement un sujet de rémunération, c'est un sujet de considération. Et ça, pour changer la considération sur des métiers, c'est conscient. Et nous savons, c'est vrai aux États-Unis aussi, massivement, c'est vrai en France, de manière très importante, donc certainement, que ce sujet, et c'est pas parce qu'on va leur augmenter. Alors, c'est sympathique d'augmenter le salaire, pas dire non, mais le cœur du sujet est ailleurs. Et donc, il doit y avoir un travail
d'un certain nombre de métiers, d'un certain nombre de branches pour, j'allais dire, enfin j'emploie un très vieux mot, donner plus de noblesse au travail qu'ils octroient. Ça, c'est pas facile, mais c'est un sujet capital pour ces branches. C'est majeur, et notamment, vous parliez, Dominique Régnier, de l'agriculture. On a 330 000 fermes qui vont fermer d'ici 3 ans. On est vraiment... absolument. 3 ans, c'est rien du tout. Donc, il faut absolument avoir plus de considération et permettre à ces gens de travailler avec plus de sens. Alors, on va devoir libérer la salle. Je voudrais, Jean-François Delfraissy, que vous concluiez ce débat en répondant aussi à la question, si c'est possible. Non, juste sur ce point, dans le domaine de la santé, c'est un problème qui est vraiment très important là en ce moment, qui n'est pas que français. C'est exactement le même problème en Allemagne, au Danemark, enfin dans des pays, y compris dans les grandes démocraties du Nord, où on a une sorte d'épuisement des soignants. Et vous l'avez très bien dit, c'est bien sûr un problème de salaire, c'est aussi un problème de considération ou de valeur. Et cette crise a touché un système de santé qui était meurtri depuis de très nombreuses années, considéré comme finalement plutôt une source de coûts plutôt que d'autres choses. Et on en paie, et on va en payer, je dirais, avec une grande difficulté, tant dans le public que dans le privé. C'est pas seulement le public. Des structures très bien gérées d'habitude, où ils ont très peu de problèmes de personnel, sont en vrai questionnement en ce moment. Donc ça m'inquiète, et je l'ai d'ailleurs dit, même si ça interpelle par certains côtés nos autorités sanitaires en ce moment, puisqu'on a la marge de manœuvre que nous avons vis-à-vis de la 5e vague, c'est la réponse que peut donner le modèle de santé et le modèle hospitalier. C'est finalement, et si le modèle hospitalier n'est pas tout à fait prêt non plus, parce que fatigué à pouvoir répondre, on voit bien la difficulté qu'il peut y avoir. Non, juste je veux pas conclure, je veux dire, il s'est dit de très belles choses, en tout cas j'espère qu'elles vous ont intéressé. Je voudrais une fois de plus terminer en disant que cette crise nous interpelle tous, et tous en tant que citoyens, et c'est ça qui m'importe le plus, c'est finalement comment arriver à concilier à la fois une priorité dans la santé, mais pas que, et dans les autres domaines, le respect des libertés individuelles, qui, à force quand même de limiter ces libertés individuelles dans la durée, pose quand même une vraie question au bout d'un certain temps. Même si c'était justifié pendant une période, et comment nous allons gérer ça sur quelque chose qui n'est maintenant plus une crise aiguë, mais qui est quelque chose qui rentre dans le semi-chronique. Et puis je voudrais vous remercier tous, en tant que citoyens représentant les citoyens français, parce que vous avez été d'une résilience extraordinaire, et finalement, la population française accepte finalement globalement à la fois un certain nombre de mesures difficiles et surtout la vaccination. Il y a eu beaucoup de buzz sur les gens qui refusaient le vaccin. Bien sûr, ça existe et il faut respecter ça. Mais l'immense majorité d'entre vous, vous vous êtes fait vacciner et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous.